dans l'épisode d'aujourd'hui. L'alimentation végétale présente-t-elle des avantages pour les hommes en termes de santé et de performance sportive? Pour en discuter, nous accueillons Xavier Desharnais, ancien nageur professionnel en eau libre, 2 fois champion de la traversée internationale du lac Saint-Jean, multiple médaillé en Coupe du Monde, et auteur succès qui partage son parcours ainsi qu'une recette de ses thym super protéinés. Anne fait un gros plan sur le documentaire The Game Changers. Dr Barnard, quant à lui, fait le point sur le cancer de la prostate. Et Anne-Marie nous parle des besoins nutritionnels des sportifs. Bienvenue dans Un Monde Sain, l'émission qui a pour but de révolutionner votre santé. J'ai à mes côtés le docteur Neil Barnard, fondateur et président du PCRM, Anne-Marie, notre nutritionniste, Anne de Veggie Magnifique, qui est co-animatrice à mes côtés. Je suis Noémie et nous allons recevoir comme invité Xavier Desharnais pour parler d'un sujet qui va en intéresser plus d'un, la santé des hommes. Alors pour commencer cet épisode, on va parler un peu des mecs. L'alimentation végétale, ça intéresse de plus en plus les hommes. Et donc, on va parler de pourquoi et des raisons. En commençant avec Anne-Marie, est-ce que tu vois autour de toi, est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à l'alimentation végétale? Définitivement, de plus en plus. Et quand je fais mes programmes, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir comment les gars s'intéressent de plus en plus aux faits scientifiques. Quand on leur explique le pourquoi, ça les intéresse beaucoup, beaucoup. Alors, ça, je trouve ça intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'expliquer les faits aux hommes. Ils embarquent beaucoup dans ce temps-là. Oui, c'est clair. Et moi aussi, je vois qu'il y a de plus en plus d'hommes s'intéressent à l'éthique aussi, et à cette idée de justice pour les animaux, etc. Je trouve ça assez génial. Et puis, Neil, est-ce que tu vois autour de toi de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à l'alimentation végétale? Oui, absolument. Maintenant, les hommes ne veulent pas gagner du poids et ils veulent rester en bonne santé. C'est toujours le cas, je pense. C'est une très bonne chose. Et Noémie, pour toi, qu'est-ce que tu remarques? Je remarque par rapport à nos recherches, aux recherches aussi du PCRM, c'est qu'il y a de nombreuses études qui démontrent des bienfaits de l'alimentation végétale sur les performances sportives, dont pourra nous parler Xavier un peu plus tard. Et d'ailleurs, le sujet qui suit va traiter des performances sportives par rapport à l'alimentation végétale. Et c'est le Game Changer, un documentaire américain disponible sur Netflix produit par James Cameron, et qui examine les avantages d'une alimentation végétale, notamment donc sur le sport. Et Anne va nous en parler beaucoup plus en détail. Alors, je vais vous parler donc de ce film documentaire, The Game Changers. C'est un film documentaire assez intéressant très intéressant même, qui suit plusieurs athlètes d'élite végétaliens. Et ça partage les avantages de suivre ce régime à base de plantes. Et en fait, ça commence avec James Wilks. Alors, James Wilks, en fait, c'est un entraîneur d'élite de force spéciale, aussi vainqueur de The Ultimate Fighter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se remet d'une blessure. Et donc, il recherche les meilleurs moyens, les meilleures méthodes d'accélérer sa guérison normale. Mais ce qu'il trouve, c'était assez surprenant pour lui. Il voit que les gladiateurs romains, en fait, étaient végétariens. Donc, il se dit, quoi, ça remet en question, en fait, ses croyances. Donc, sur la masculinité, sur les capacités athlétiques, mais aussi la virilité. Donc, il part ensuite à la rencontre d'autres athlètes qui sont végétaliens et qui font des choses vraiment étonnantes et impressionnantes après avoir adopté une alimentation végétale. Alors, parmi ces athlètes, on commence avec le recordman Patrick Baboumian. Et donc, il est recordman du monde des hommes forts.
Et puis ensuite, c'est une cycliste, Dotsie Bush. C'est 8 fois champion national de cyclisme. Ensuite, on a Nimai Delgado, c'est un autre athlète, bodybuilder professionnel. Il est un peu fort, lui, peut-être. Kendrick Ferris, c'est un champion haltérophile américain. Parmi d'autres, il y en a plein, mais je partage quelques-uns avec vous, mais le film, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'on trouve alors, les amis? Eh bien, l'alimentation végétale, elle maximise la performance, ce qui est vraiment génial pour ces athlètes. Donc, cette alimentation végane, ça peut vous donner l'avantage en salle et sur le terrain. Mais aussi, ce qui est important, ça va améliorer la récupération après les entraînements. Et ensuite, ça optimise la santé. Comme on a dit tout à l'heure, l'alimentation à base de plantes, ça offre des avantages puissants pour la santé, la longévité et le bien-être. Alors, qu'en est-il de cette histoire de virilité? Eh bien, ils ont fait des expériences dans le film documentaire. Ils ont fait plusieurs en fait. Mais par exemple, dans cette image-là, on voit une des expériences où ils ont donné des plats végétaux, mais aussi non végétaux aux athlètes, des membres d'une équipe. Et le médecin qui a fait cette expérience, Aaron Spitz, il est délégué Association américaine d'urologie. En fait, ce qu'il a trouvé, c'est en fait ce que montrent les études scientifiques, c'est que plus les hommes mangent de la viande, plus ils perdent rapidement leur virilité. Et donc, je vous invite vivement d'aller voir ce film parce que ça, c'était juste une tranche de ce film qui partage beaucoup d'informations et des histoires, des expériences. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, voici un petit goût de ce film documentaire. Merci beaucoup, Anne. Neil, qu'est-ce que vous avez pensé du film Game Changer? Est-ce que vous l'avez vu vous-même? Oui, c'était vraiment impressionnant et surtout pour les hommes parce que ils croyaient il faut avoir des protéines et tout cela. Et c'est vraiment étonnant. Moi, je pense que ce film-là a vraiment fait en sorte qu'on a eu une augmentation de la motivation, effectivement, des hommes à se virer vers l'alimentation végétale. Vraiment, je pense que ça a été un moment marquant, c'est la venue de ce film-là, sans aucun doute. C'est vraiment un game changer. C'est le cas de le dire. Et pour toi, Xavier, tu l'as vu? Oui, puis moi, il m'a beaucoup impressionné aussi parce que c'est sûr, en étant un athlète végétalien, je croyais en tout ce que le film a annoncé, mais aussi beaucoup de nouveautés par rapport au sport de force, tous les hommes forts, les culturistes. Donc, je trouvais ça vraiment impressionnant. Puis si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus par après, parce que partout dans mon entourage de sportifs, c'était moi l'athlète végétalien. Et là, tout le monde voulait commencer à essayer. Donc, j'ai vraiment vu un avant et un après Game Changer. C'est génial. Justement, Xavier, bienvenue. C'est une très belle façon de commencer l'introduction avec vous. Alors, je vais vous présenter brièvement. Vous pourrez rajouter un peu plus à l'introduction. Vous êtes ancien nageur d'eau libre. Vous avez remporté la traversée du lac Saint-Jean, non pas une fois, mais à 2 reprises, qui est quand même considérée comme l'une des épreuves sportives les plus difficiles au monde, il faut le dire. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous partager votre expérience en tant qu'athlète vegan, puisque vous avez fait votre transition vers une alimentation végétale en 2012, il y a quand même 10 ans. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre de recettes végétales qui s'intitule « Recettes véganes pour les actifs ». Nous, tout à fait pour nous, dont vous allez nous parler. Et ma première question est: quel a été en fait le déclencheur pour vous en 2012 qui vous a inspiré à adopter une alimentation végétale? En fait, ça s'est fait en 2 temps. Premièrement, je voulais vraiment trouver quelque chose qui pouvait m'aider à améliorer ma performance par rapport aux autres nageurs internationaux. Quand on nage du 30 km, du 40 km, on s'entraîne tous énormément. Donc, c'est pas une question de faire un peu plus d'entraînement, un peu plus de millage. C'est autre chose. Donc, c'est là que j'ai commencé à regarder mes habitudes de vie. Est-ce que j'ai un assez bon sommeil? J'en avais un assez bon avec plusieurs siestes. Et là, je suis tombé sur quelques articles qui parlaient des bienfaits d'une alimentation végétarienne.
et ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup intrigué. J'ai commencé à faire des tests, puis je trouvais que ça faisait du sens, mais j'avais vraiment de la misère à faire le switch parce que c'était une année olympique et j'avais les essais olympiques, donc je voulais pas tout chambouler mon alimentation du jour au lendemain. Donc ça a été vraiment la première étape à ma transition un peu. Pas très longtemps après, en février, non, janvier-février 2012, j'étais en compétition au Brésil et après la course, j'ai mangé un hamburger et j'ai été malade, même malade. Et je devais aller compétitionner en Argentine 2 jours plus tard et ça a été le pire 48 heures de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai dit, ça y est, je commence tout de suite ma transition, fini la viande rouge parce que le burger m'avait complètement dégoûté. Et je me suis dit jusqu'aux essais olympiques qui étaient en juin, je continue comme ça. Et en juin, j'ai écouté un vidéo, donc le speech de Gary Yourofsky, qui est comme ça m'a ouvert les yeux. Puis là, à ce moment-là, j'ai arrêté de vouloir juste être végétarien. Je me suis dit, il faut que je sois végétalien même. Je trouve que ça fait trop de sens. Et comme de fait, peu après ma transition végétarienne de juin, j'ai gagné ma première médaille internationale à Magog, donc chez moi. Le hasard fait bien les choses. Puis quelques semaines après, j'étais 100% végétalien et toutes mes autres médailles internationales ont été gagnées en étant comme ça. Wow, c'est une belle motivation. Ouais, Ça quand même. encourage. Qu'est-ce qui a été le plus frappant pour vous parce qu'au final, ça s'est fait quand même relativement vite malgré tout, ces transitions. Quel a été le changement le plus frappant? Il y en a deux, en fait. Deux changements que j'ai trouvés. La première, c'est assez classique, c'est vraiment l'énergie. Je trouvais que je récupérais vraiment plus vite. En natation, on a souvent 2 entraînements par jour, voire 3 avec la musculation. C'est important d'être le plus en forme possible à chaque entraînement pour aller chercher les centièmes de seconde euh, dans une course. Puis, j'ai remarqué que je récupérais plus vite entre mes entraînements, chose que je commençais à me sentir fatigué avant. C'est la première chose. Puis la deuxième, c'est vraiment pendant la course, j'avais l'impression d'être plus allumé. Une course d'eau libre, c'est un peu comme une course en vélo, où est-ce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. On est dans un peloton. OK, c'est qui est en avant? Est-ce que c'est les meilleurs? Est-ce que c'est des gens qui sont moins rapides que moi? Est-ce que je peux les laisser partir? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il faut que je sorte du peloton, que j'attaque? Donc, il y a beaucoup de décisions. Ça peut paraître très long comme épreuve, 7 heures, mais il se passe beaucoup de choses à tout moment. Et il faut être capable de prendre une décision très rapidement parce que sinon, on va manquer le peloton et c'est très difficile, une fois que tu es en dehors du peloton, de rattraper le peloton. Donc, j'ai trouvé que j'étais plus allumé, que je prenais plus les bonnes décisions. Et c'est ça qui a fait un peu, moi, j'ai vu la différence entre quand je me classais 5, 6e avant 2012 et là, pouf, première médaille, deuxième en 2012, deuxième en 2013, premier en 2014, premier en 2015. Donc, je voyais que je prenais les bonnes décisions, puis ça me convaincu. Wow, donc c'est pas juste le corps qui était meilleur, c'était le cerveau aussi, là. J'avais l'impression d'être vraiment plus allumé. Donc, ouais. Wow, impressionnant. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça, Xavier. Ah. Ouais, vraiment. Tu sais, on voit que c'est tout le corps au complet là, qui est bénéfique. Là. Wow. Oui, puis tu sais, c'est super important, tu sais, la forme physique dans un sport, n'importe quel sport de haut niveau, ben n'importe quel sport, point. Mais souvent, c'est aussi le mental, c'est ton cerveau, comment ça fonctionne. Puis ça, c'est souvent sous-estimé, de moins en moins, mais on voit, tu sais, avec les psychologues sportifs qui suivent beaucoup nos athlètes de haut niveau, c'est très important d'être sain dans la tête, d'avoir des outils pour pouvoir jongler un peu avec ce qui se passe en entraînement ou en compétition. Puis je trouve, moi, que mon alimentation végétalienne m'a apporté une certaine lucidité. Puis je l'ai vraiment remarqué là, automatiquement, ma première course. Waouh, j'ai donc vraiment pris les bonnes décisions. Alors que je prends tout le temps une ou deux mauvaises décisions. Alors, ça arrive sur des centaines de décisions dans une course. Puis c'est la grosse différence que j'ai vue. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que quand tu as décidé de changer ton alimentation, est-ce que tu as eu des reproches de quelqu'un ou quelqu'un a dit non, mais pour la performance sportive, machin? Est-ce que tu as eu quelque chose comme ça? Mais on s'entend que quand c'est relativement nouveau, tu sais, ça fait juste 10 ans que j'ai fait ma transition. Il y avait personne qui était végétalien à ce moment-là. Chez les athlètes, il y avait Georges Larac au Québec qui l'était.
c'était à peu près tout, tu sais. Depuis, il y a eu un boom incroyable, le documentaire Game Changer qui est là depuis quelques années, mais en 2012, il y avait personne, puis il y avait personne sur la scène internationale. Donc, c'est sûr que tous mes compétiteurs riaient un peu de moi. Bon, ça, je le prenais bien, mais ce que j'ai trouvé difficile un peu, c'est mes entraîneurs qui y croyaient pas vraiment au début, malgré un peu toutes les preuves scientifiques que j'amenais. Puis, je suis quelqu'un qui a quand même étudié en physiologie de l'exercice. J'ai une maîtrise là-dedans. Tu sais, je comprends comment le corps fonctionne à l'effort. Puis, pour moi, tu sais, c'était tellement évident que ça fonctionnait qu'il y avait, tu sais, comme si tu prends les macronutriments puis tu les divises, à un moment donné, ça fait du sens. Puis je montrais ça à mes entraîneurs, puis ils continuaient de croire que non, tu sais, t'es deuxième, mais t'aurais pu être premier sans, en mangeant de la viande. Jusqu'en 2014, quand j'ai remporté, là, ils m'ont plus jamais reproché ça. Puis même que présentement, ils savent que c'est aussi bon, sinon meilleur qu'une alimentation omnivore. Est-ce que tu trouves ça difficile, Xavier, d'aller chercher tes fameuses protéines à chaque repas? C'est souvent ça qui nous inquiète, mais est-ce que tu trouves ça difficile? Non, absolument pas. Quand j'ai commencé à faire mon virage, j'ai quand même été appuyé par un nutritionniste du sport qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup dirigé. Ça n'a pas été long que j'en ai pas eu besoin parce que justement, c'était tellement simple. Et à ce moment-là, il y avait un petit mythe qui était encore persistant, c'est qu'il fallait absolument mélanger ses sources de protéines, chose qui est vraie selon le profil d'acide aminé de chaque aliment. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que il n'y a pas une seule journée qu'on va juste manger un type d'aliment. Donc, il n'y a pas une journée qu'on va manger juste des pois chiches matin, midi, soir. Donc, dès que tu manges un minimum diversifié, ben, tu n'as même pas besoin de faire attention justement au profil de protéines parce que si tu manges un petit peu de céréales, un petit peu de soya, un petit peu de graines, de légumineuses, tu vas t'en sortir très bien et tu n'as même plus besoin d'y penser. Donc, en termes de qualité de protéines, ça, tu n'étais pas du tout inquiet, mais en termes de quantité? En termes de quantité, j'ai rapidement su qu'est-ce qui équivalait à quoi. Donc, tu sais, pour moi, quand je m'entraînais, je savais qu'un tiers de bloc de tofu, c'était suffisant pour mon repas avec les céréales et tout le reste. Mais non, j'ai jamais eu de problème avec la quantité, là, absolument pas. Je sais que lorsqu'on regarde ton livre là, de recettes, je pense que tu es un amoureux du sétan, toi. Hein? Ouais. Ouais. Ouais, j'adore le sétan. C'est tellement une belle source de protéines. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont allergiques au gluten, malheureusement pour eux, mais pour tous les autres, le sétan, c'est très, très, très riche en protéines, puis ça permet d'aller chercher ton besoin en protéines tellement rapidement, même qu'au début, il a fallu que je trouve un moyen je sais pas comment dire, mais de diminuer la quantité en protéines dans mon sétan parce que sinon, il fallait que je mangeais un petit morceau de sétan dans mon repas alors que j'avais super faim parce que c'était tellement riche en protéines. Donc, j'ai commencé à mélanger du tofu dans ma préparation pour diminuer la teneur en protéines du sétan. Puis finalement, ça a donné quelque chose de délicieux. Alors, j'ai développé des recettes, j'ai développé mes propres sétans pour essayer d'aller chercher les meilleurs goûts et aussi les meilleures combinaisons possibles. Mais c'est ça, la plupart des gens l'achètent tout fait, leur sétan, mais toi, dans ton livre, tu leur donnes la recette pour le faire. Et on a même une vidéo de toi, Xavier, qui montre même comment le faire à la maison. Donc, si tu le veux bien, on va montrer ton vidéo pour que les gens puissent savoir comment le faire à la maison. Bien sûr. Aujourd'hui, je vous montre comment faire du sétan en moins de 10 minutes. 1, 2, 3, go! Prends ta farine de gluten, le plus important. Ensuite, des épices, de la sauge, du thym, de la poudre d'ail, et dans tes deux mains, on brasse.
Maintenant, une fois que les ingrédients secs sont mélangés, on fait les liquides. On prend notre tofu, c'est pas tant liquide, mais ça va le devenir. On met ça dans le Vitamix avec les autres ingrédients. On a de l'eau, du miso, vinaigre, de l'huile d'olive, bien entendu, l'ingrédient préféré des véganes, de la levure. J'ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Et finalement, pour un petit kick, la bonne moutarde de Dijon. Ferme. Maintenant, on verse notre préparation liquide dans l'eau solide. On va chercher le fond. Là, tout le liquide est important. Et là, on brasse. Pas besoin de spatule, allez-y avec vos mains. Vous sentez ça? Ça sent bon. Une fois que vous avez une boule, vous avez besoin du bol. C'est sûr. Et là, le fun commence. On pétrit. On pétrit. On pétrit. N'ayez pas peur. Si vous êtes moins violent ou plus violent, on sépare le tout en deux parties égales et on recommence. Pétri. Des petites boules. Et maintenant, on les enveloppe. C'est comme... Maintenant, on le met dans une casserole à la vapeur pendant 60 minutes. Je m'en rappelle plus. Là, comment ça? Ça fait combien de temps ça a pris, tu vois? On arrête le temps. On arrête le temps. On arrête le temps. Et maintenant, on laisse reposer ça le temps que ça refroidisse et ça va être prêt à consommer. Merci. Merci Xavier, ça donne l'eau à la bouche et je pense que ça va vraiment inspirer les gens à essayer ça à la maison. Petite dernière question pour toi. Est-ce que tu auras un message à transmettre aux athlètes qui envisagent d'adopter un régime végétalien, qui flirtent avec cette idée?
Je crois que un de mes regrets, moi, c'est vraiment de ne pas avoir commencé plus tôt. J'ai toujours eu peur que ça allait avoir un effet sur ma performance. Puis, avec raison, je crois que c'est un doute raisonnable. Tu sais, on ne chamboule pas quelque chose du jour au lendemain alors que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on s'entraîne, qu'on met des efforts tellement d'heures par semaine, qu'on sacrifie tellement de choses. C'est normal d'hésiter, mais je pense que si vous êtes rendu à vous poser des questions, essayez-le, puis vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Bon message. On est d'accord. Alors, ensuite, on va parler avec notre diététicienne préférée, Anne-Marie, et elle va partager un menu d'une journée dans l'assiette pour couvrir les besoins d'un athlète. Alors, Anne-Marie, c'est à toi. Oui, merci beaucoup, Anne. Alors oui, puis c'est toujours le défi le plus grand que les gens pensent, c'est vraiment d'atteindre les besoins en protéines dans un repas ou dans une journée. Et juste avant de vous donner des exemples de repas, j'aimerais vous dire combien de protéines à peu près un athlète a besoin dans un repas. On pourrait faire plein de calculs, mais l'idée, c'est de se dire entre 20 et 30 grammes de protéines par repas ou par collation. À la fin de la journée, on couvre amplement les besoins en protéines d'un athlète. Chose intéressante, on a de plus en plus d'études qui démontrent que la distribution des protéines dans la journée compte pour beaucoup. Quand on regarde en Amérique du Nord ou partout sur la planète, on a tendance à prendre des très petits déjeuners, c'est-à-dire très peu de protéines au déjeuner, un peu moins au dîner, puis beaucoup au souper. Et ça, c'est pas idéal. Si on veut vraiment maximiser la synthèse des protéines, la synthèse des muscles, c'est mieux de bien répartir les protéines dans la journée. Donc, c'est pour ça qu'on se dit entre 20 et 30 par repas et par collation, ça va vraiment aider. Alors, pour vous donner un exemple de menu, je suis allée voir sur le site du PCRM. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plein de recettes sur le site du PCRM. Alors, jour numéro 1, on commence avec un petit déjeuner, tofu brouillé. J'imagine que vous avez déjà goûté à ça, avec un Faken bacon, c'est-à-dire un bacon de tempeh, avec une tranche de pain. Alors, tout ça totalise 25 grammes de protéines. Alors déjà, on part bien la journée. Pour le dîner, une belle salade de haricots et mangue avec un cupcake à l'avoine en dessert. On totalise 28 grammes de protéines. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Puis en plus, c'est des portions recommandées là, à tous. Là. Alors, si un athlète veut un peu plus de protéines, il a juste à manger un petit peu plus. Au souper, des tacos aux pois chiches avec des frites de patates douces, une petite mousse au chocolat, et on atteint 23 grammes de protéines. Si on en veut un petit peu plus, on mange un peu plus. Et les collations, ça pourrait être des pois chiches grillés ou des petites bouchées de brownies sans cuisson et on obtient 22 grammes de protéines. Alors, vous voyez que c'est pas si compliqué. On continue, jour numéro 2, de l'avoine trempée avec une rôtie à la patate douce. On atteint 21 grammes de protéines. Un chili pour dîner avec un peu de guacamole, un gruau à la cannelle comme dessert, 25 grammes de protéines. Une bonne lasagne au souper. C'est appétissant, hein? J'espère que ça va vous inciter à aller voir les recettes du PCRM. Alors, une bonne lasagne au ricotta avec une salade et un brownies pour dessert. Et ça totalise 22 grammes de protéines. Et finalement, si on veut rajouter une collation à tout ça, un hummus au poivron avec des carottes et un sandwich au beurre de noix. Et on atteint 23 grammes de protéines. Alors, vous voyez, c'est des menus qui sont accessibles à tous et vous voyez comment c'est facile d'atteindre ces apports en protéines pour le sport. Et comme on disait, en général, lorsque les sportifs sont très actifs, ben ils mangent plus, donc automatiquement, les portions vont augmenter et la quantité de protéines va augmenter aussi. Alors, j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche.
Les chiens aboient, la caravane passe. Grâce à un député sud-coréen qui a récemment présenté un projet de loi visant à interdire l'abattage et la consommation de viande de chien dans le pays, nous pourrions enfin voir la fin de cette pratique en Corée du Sud. Cette proposition de loi répond aux préoccupations croissantes concernant le bien-être des animaux et reflète le changement d'attitude à l'égard de la pratique controversée de la consommation de viande de chien dans le pays. Si elle est adoptée, cette proposition de loi marquera une étape importante dans les efforts déployés par les militants et les organisations qui plaident depuis longtemps en faveur de l'interdiction du commerce de la viande de chien. Alors ensuite, comme on parle la santé des hommes aujourd'hui, on va parler avec le docteur Neil Barnard à propos du cancer de la prostate. Merci Anne. Il y a 20 ans, les chercheurs ont constaté que l'incidence du cancer de la prostate n'était pas du tout uniforme à travers le monde. En fait, plus on consomme des produits laitiers, plus le risque du cancer augmente. Et est-ce que c'est vrai? À l'université de Harvard, aux États-Unis, on a lancé The Health Professionals Follow-up Study, une étude énorme. Et on a trouvé que 2 portions de produits laitiers consommés quotidiennement augmentent le risque de cancer de la prostate de 60%. Et 3 ans plus tard, une autre étude, également à Harvard, a montré presque la même chose. Plus on mange des produits laitiers, plus on consomme des produits laitiers, le lait et le fromage et d'autres produits laitiers, plus le risque du cancer de la prostate augmente. Et en 2016, une méta-analyse de 11 études a trouvé qu'une seule portion de produits laitiers consommés quotidiennement augmente le risque de 43%. Mais pourquoi? Le coupable peut être IGF-1, c'est-à-dire Insulin-like Growth Factor. Mais l'IGF-1 est une substance dans le lait et dans tous les produits laitiers, mais c'est dans le lait et l'IGF-1 stimule la croissance du veau. Mais il peut faire exactement la même chose pour les cellules dans les prostates et les cellules cancéreuses. Et l'IGF-1 est dans le lait, et ce qui est même plus important, c'est que la consommation de produits laitiers stimule la formation d'IGF-1 dans le corps humain. Les produits laitiers et l'IGF-1 sont associés à le risque du cancer de la prostate et aussi le cancer du sein. Mais il y a une substance bénéfique, c'est le lycopène. Le lycopène est un antioxydant et peut diminuer le risque du cancer de la prostate. Et le lycopène se trouve dans les fruits rouges, comme les tomates, les pamplemousses roses, dans la pastèque et aussi dans les produits fabriqués de ces fruits, même le ketchup. Oui, c'est vrai. Les hommes qui consomment 10 portions de tomates, de pamplemousse rose ou même de la sauce tomate ou même le ketchup, 10 portions par semaine ont un risque 35% moins que les hommes qui négligent ces fruits. OK. Et finalement, pour les hommes déjà diagnostiqués du cancer de la prostate, il y avait une étude en l'État de Californie. 84 hommes atteints de cancer de la prostate étaient assignés au hasard à un groupe témoin ou à un groupe végétalien. Et pour le groupe témoin, le taux de PSA, c'est un indice de la progression du cancer. Le PSA a augmenté 6%, malheureusement. Et 6 de ces 43 participants ont dû quitter l'étude pour être traités pour leur cancer. Mais dans le groupe végétalien,
le PSA n'a pas monté. En fait, le PSA a légèrement diminué, ce qui est une bonne nouvelle, et personne n'a eu besoin de traitement. Et voilà, c'est le pouvoir d'une alimentation saine. Super. On a justement un article sur le cancer de la prostate avec beaucoup des informations qu'a donné Neil sur notre site, le comité des médecins, qu'on mettra dans la description. Merci Neil, merci à notre invité Xavier Desharnais d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et merci à toute l'équipe. On se retrouve lors de notre prochain épisode. À bientôt. Merci. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. L'épisode d'aujourd'hui est entièrement consacré à la santé intestinale et pour en parler, nous accueillerons Dr Bolsowitz, aussi connu sous le nom de Dr B. Qu'est-ce que c'est que le microbiote et comment affecte-t-il notre santé? The gut microbiome is an extremely exciting area of science that's rapidly emerging. We're learning so much. And if you went back to when I was in medical school just 20 years ago, Neil, we knew next to nothing. I wasn't taught these things in medical school, but there was a breakthrough in our laboratory technology that allowed us for the first time to start to understand what is the deal with this community of trillions of microorganisms, mostly bacteria, that are a part of our body. Aujourd'hui, je vais partager 5 aliments magnifiquement fermentés que vous et vos intestins vont adorer. On sait maintenant qu'il y a plusieurs additifs qui peuvent influencer aussi notre microbiote négativement. On parle entre autres beaucoup des émulsifiants. Le polysorbate 60, par exemple, qu'on retrouve souvent dans toutes sortes de produits transformés. Ça paraît compliqué quand on se dit de manger 30 à 40 végétaux par semaine, ça paraît énorme, alors qu'en réalité, cela ne l'est pas autant. On va le voir dans cette petite présentation. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.